Après avoir manqué un appel prévu lors d'un périple à travers les terres escarpées des Cévennes, 2 jeunes femmes de 22 ans ont disparu sans laisser de traces. L'hypothèse dominante parmi les enquêteurs était un tragique accident de randonnée. Mais l'absence totale de preuves était déroutante. Ce n'est que 3 ans plus tard qu'une découverte scientifique, un étrange signal acoustique répétitif capté dans un canyon étroit de l'Ardèche, a révélé la clé de ce qui s'était réellement passé dans ce désert sauvage. L'anxiété qui étreignait la poitrine d'Étienne Dubois, le soir du 15 octobre 2019, n'était pas une inquiétude vague. Elle était précise, liée à l'instant où l'horloge dépassa 19 heures. Sa fille, Sophie Dubois, 22 ans, était censée appeler. C'était un accord non négociable, une corde de sécurité reliant le monde civilisé de leur maison à Saint-Étienne-de-Fontbellon aux terres reculées et impitoyables des Cévennes, où Sophie randonnait. C'était la fin du 4e jour. Selon l'itinéraire méticuleusement planifié qu'Étienne avait épinglé sur son tableau en liège dans la cuisine, Sophie et sa meilleure amie, Camille Martin, également âgée de 22 ans, auraient dû achever la partie la plus ardue de leur parcours. Elles étaient censées arriver dans une petite auberge à Lévent, près de la route des 901, pour se ravitailler et, surtout, donner des nouvelles. À 20 heures, le silence dans la maison d'Étienne à Saint-Étienne-de-Fontbellon semblait amplifié. Chaque bruit banal, le bourdonnement du réfrigérateur, le craquement des fondations en bois de la vieille maison semblait annoncer la sonnerie du téléphone, pour finalement se dissoudre dans le calme. Étienne s'était farouchement opposé à ce voyage. Il comprenait l'attrait. Sophie et Camille étaient des randonneuses expérimentées et compétentes, attirées par la beauté austère et l'isolement profond du massif des Cévennes. Elles avaient réalisé de nombreuses randonnées ensemble. Mais cette expédition était différente. Elle était plus longue, plus isolée, plongeant dans des zones dépourvues de réseau téléphonique, où le paysage formait un labyrinthe de canyons étroits et de falaises abruptes. Les risques étaient considérables. Lorsqu'il devint évident qu'il ne pouvait interdire à sa fille adulte de partir, Étienne avait insisté sur des précautions strictes. Elle emportait un dispositif SOS haut de gamme, capable d'envoyer un signal de détresse par satellite depuis presque n'importe où. Mais Étienne, poussé par une peur viscérale du wilderness que sa fille chérissait, avait exigé davantage. Il avait insisté pour que Sophie emporte un pistolet. C'était, selon lui, une mesure de dernier recours contre la faune sauvage, comme les lynx, ou peut-être des menaces plus imprévisibles dans ces régions isolées. Sophie, pragmatique et désireuse d'apaiser les craintes de son père, avait accepté à contre-cœur, rangeant l'arme en sécurité dans son sac à dos. Maintenant, Étienne arpentait son salon. Ces précautions étaient censées garantir leur sécurité. Pourtant, elles n'avaient pas empêché ce silence. Il saisit son téléphone, vérifiant une dernière fois l'historique des appels. Le dernier contact restait un message photo reçu 4 jours plus tôt, le matin du 11 octobre. C'était une photo prise au moment où elle se mettait en route. L'image montrait Sophie et Camille reflétées dans la vitre poussiéreuse de leur Peugeot au point de départ, à la Bastide-Puylaurens. Sophie, à droite, portait une veste rose vif, un bandeau violet retenant ses cheveux, des lunettes de soleil posées sur la tête. Elle tenait le téléphone, affichant une moue espiègle pour l'appareil. Camille, à ses côtés, portait une veste coupe-vent vert citron et une casquette olive, esquissant un sourire discret. Derrière leur reflet, les falaises rouges orangées des Cévennes, baignées de soleil, se dressaient, un paysage qui semblait maintenant les avoir engloutis. La photo était horodatée à 9h14. C'était la dernière preuve confirmée de la présence des 2 jeunes femmes. À 20h30, Étienne composa le numéro de l'auberge de Lévent. Le réceptionniste répondit après plusieurs sonneries. Étienne demanda si Sophie Dubois ou Camille Martin s'étaient enregistrées. Le réceptionniste consulta le registre, personne portant ces noms n'était arrivé. Cette confirmation pesa lourdement. Ce n'était pas un simple retard. C'était une anomalie. Sophie était organisée. Elle tenait ses promesses. Étienne raccrocha et composa immédiatement le numéro de la gendarmerie d'Aubenas, responsable de la région. Il expliqua la situation, insistant sur l'appel manqué et l'équipement qu'elle portait.
Un rapport officiel de disparition fut ouvert. L'immense machinerie de recherche et de secours commença à se mobiliser dans les Cévennes. La réponse à la disparition de Sophie Dubois et Camille Martin fut rapide, mais le terrain qu'elles traversaient était redoutable pour les équipes de secours. Les Cévennes ne sont pas simplement désertes. Elles sont activement complexes, un labyrinthe géologique conçu pour désorienter et piéger. C'est un paysage où les journées brûlantes laissent place à des nuits glaciales, caractérisées par des canyons étroits s'étendant sur des kilomètres, vulnérables aux crues soudaines même sous un ciel clair, et des falaises de granit fracturées par des à-pics imprévus. Dans les 24 heures, un centre de commandement fut établi près du point de départ à la Bastide de Puylaurens. La première découverte cruciale fut la Peugeot des jeunes femmes. Elle était exactement là où elle l'avait laissée, verrouillée et intacte. Aucun signe de lutte, aucun équipement abandonné, rien n'indiquait un acte criminel avant leur entrée dans la nature. L'enquête se concentra immédiatement sur l'itinéraire qu'elle comptait suivre, mais l'immense étendue de la zone était intimidante. Des hélicoptères entamèrent des recherches en grille depuis les airs, le vrombissement de leurs rotors résonnant contre les parois des canyons. Ils scrutèrent les vastes étendues de roches lisses et de pins épars, cherchant un éclat de couleur, le rose de la veste de Sophie, le vert de celle de Camille. Au sol, des équipes de pisteurs expérimentés et de volontaires de secours commencèrent à parcourir les sentiers connus. Des unités canines furent déployées, tentant de capter une piste olfactive avant que l'air sec des Cévennes ne les fasse. Mais la montagne ne livrait rien. Le terrain rocailleux rendait le pistage extrêmement difficile, ne retenant les empreintes que sur de rares plaques de sable ou de boue, rares dans ces conditions arides. La complexité des systèmes de canyons signifiait que les équipes au sol pouvaient passer à quelques mètres de quelqu'un sans le voir. Une question troublante dominait les briefings au centre de commandement: pourquoi le dispositif SOS n'avait-il pas été activé? Les enquêteurs contactèrent l'entreprise qui gérait l'appareil. Ils confirmèrent que l'appareil était enregistré au nom de Sophie Dubois et semblait opérationnel au moment de leur départ, mais aucun signal de détresse n'avait jamais été reçu. Le silence du dispositif était inquiétant. Il suggérait une catastrophe soudaine, une chute ou un éboulement qui aurait incapacisé les deux jeunes femmes simultanément, les empêchant de déployer l'appareil. Alternativement, elles pouvaient se trouver dans un endroit si profond ou étroit que le signal satellite ne pouvait pénétrer la roche. Étienne Dubois arriva au quartier général des recherches à la Bastide de Puylaurens, le visage marqué par l'épuisement et un espoir désespéré. Il fournit aux enquêteurs un inventaire détaillé de leur équipement. Il mentionna le pistolet que Sophie portait, ajoutant une couche de complexité au scénario envisagé par les enquêteurs. Avait-elle rencontré quelqu'un? Les semaines s'écoulèrent lentement. La recherche initiale intense diminua progressivement à mesure que les pistes s'épuisaient et que l'effort physique pesait sur les équipes de secours. L'attention médiatique initiale commença à s'estomper. Les Cévennes semblaient déterminées à garder leur secret. C'est au cours de cette période d'espoir déclinant, durant la 5e semaine de recherche, qu'un nouvel élément inattendu émergea, modifiant radicalement l'orientation de l'enquête. Une équipe de pisteurs spécialisés, travaillant loin des sentiers établis dans un canyon latéral accidenté près de l'itinéraire prévu des jeunes femmes, découvrit des preuves d'une activité humaine récente significative. Ce n'était pas un camp de randonneurs typique. La découverte fut immédiatement signalée, et les enquêteurs furent téléportés sur le site. Ils trouvèrent des marques d'excavation récentes, des cicatrices profondes dans la terre suggérant l'utilisation d'outils lourds ou de petits explosifs. Des conteneurs chimiques abandonnés, des foreuses spécialisées et des preuves d'extraction minérale furent découverts, partiellement dissimulés sous un filet de camouflage. Il s'agissait d'une exploitation illégale, une prospection minière non autorisée. Cette découverte électrisa l'enquête. Les Cévennes, bien qu'apparemment désertes, étaient connues pour attirer des individus souhaitant opérer en dehors des limites de la loi. Ces prospecteurs modernes étaient souvent des nomades, parfois lourdement armés, et farouchement protecteurs de leurs clins illégaux. La possibilité que Sophie et Camille soient tombées par hasard sur une telle opération et aient été victimes de violences devint immédiatement plausible. Cela offrait une explication terrifiante à leur disparition complète et au silence du dispositif. La dynamique de l'enquête changea radicalement.
l'accent passa d'une opération de recherche et de sauvetage à une potentielle enquête criminelle. L'atmosphère au quartier général des recherches devint plus sombre. La peur abstraite du wilderness fut remplacée par une peur tangible de la malveillance humaine. Les autorités entamèrent la tâche difficile d'identifier et de retrouver les individus impliqués. C'était une entreprise complexe. Ces individus opéraient totalement en dehors du réseau, utilisant des téléphones à usage unique payés en liquide et se déplaçant fréquemment entre des lieux reculés à travers plusieurs départements. L'enquête s'élargit, impliquant une coordination entre les forces de l'ordre local, le Bureau de gestion des terres, et les agences nationales. Les enquêteurs passèrent des semaines à analyser les preuves du site d'exploitation illégale. Ils tracèrent les numéros de lot sur les conteneurs chimiques, tentant d'identifier où ils avaient été achetés. Ils analysèrent les traces de pneus trouvées près du site, les comparant aux bases de données de véhicules connus pour être associés à la prospection illégale. Ils interrogèrent des informateurs au sein de la communauté obscure des prospecteurs illégaux, cherchant toute information sur les activités récentes dans la région. Ces efforts révélèrent plusieurs personnes d'intérêt, des hommes connus pour leur implication dans l'exploitation illégale et leur passé de violence et de confrontation avec les forces de l'ordre. Une chasse à l'homme à travers plusieurs départements commença. La zone de recherche fut réexaminée, cette fois pour chercher des indices d'une scène de crime dissimulée, une tombe peu profonde ou des preuves abandonnées, plutôt que des randonneuses perdues. L'accent mis sur les prospecteurs illégaux offrait une narrative cohérente. Étienne, désespéré de réponses, s'accrocha à cette théorie. Si elles avaient été enlevées, cela signifiait qu'il y avait un coupable à poursuivre, un point de mire pour son chagrin et sa colère. L'un des principaux suspects fut localisé dans une ferme isolée dans le Vaucluse. Une équipe tactique fut déployée pour exécuter un mandat de perquisition. La tension était palpable. Le suspect était connu pour être armé et dangereux. La perquisition fut menée à l'aube. Le suspect fut appréhendé sans incident, mais la fouille de la ferme ne révéla rien le reliant aux jeunes femmes disparues. Il fournit un alibi corroboré pour la période de la disparition. Un autre suspect fut localisé dans le Gard. Il fut interrogé longuement, mais les enquêteurs ne trouvèrent aucune preuve le reliant à l'affaire. À un, les prospecteurs identifiés furent localisés et disculpés. La découverte initiale du site d'excavation illégale, bien que très suspecte, s'avéra finalement être une coïncidence. L'opération d'exploitation illégale avait été active, mais semblait avoir été abandonnée peu avant que Sophie et Camille ne commencent leur randonnée. La déception fut écrasante. L'effort avait consommé un temps et des ressources précieuses pour ramener à la même incertitude douloureuse. La piste était froide. À l'approche de l'hiver rigoureux des Cévennes, apportant neige et température glaciale, l'opération de recherche active fut officiellement suspendue. La disparition de Sophie Dubois et Camille Martin fut classée comme une affaire non résolue. L'hypothèse dominante parmi les enquêteurs revint à l'évaluation initiale, les jeunes femmes avaient subi un tragique accident de randonnée dans un lieu inconnu et inaccessible. Pendant 3 ans, le silence persista. L'été 2022 arriva, marquant près de 3 ans depuis que Sophie et Camille avaient disparu dans les Cévennes. L'affaire avait sombré dans l'oubli, un autre dossier tragique dans les archives des disparitions non élucidées. Étienne Dubois poursuivait ses recherches privées, revenant périodiquement dans les montagnes, mais l'espoir de les retrouver vivantes s'était évaporé depuis longtemps. Il ne cherchait plus que la clôture. La percée, lorsqu'elle survint, ne vint pas des forces de l'ordre ou d'un effort de recherche dédié, mais d'une entreprise scientifique totalement indépendante, dans une région si reculée qu'elle n'avait jamais été considérée comme pertinente pour l'affaire. Le docteur Laurent Garnier, spécialiste en géoacoustique à l'université de Montpellier, dirigeait une petite équipe dans une section extrêmement isolée des Cévennes, à des kilomètres de la zone de recherche initiale. Les recherches du docteur Garnier portaient sur les propriétés acoustiques uniques des canyons. Son équipe étudiait comment les micro-tremblements, les vibrations subtiles et constantes de la croûte terrestre, se propageaient à travers les formations géologiques complexes du granit. Il tentait de cartographier la structure souterraine en analysant comment ces tremblements résonnaient dans la roche. Cela nécessitait un équipement hautement spécialisé, d'une sensibilité extrême,
et un environnement exempt de la pollution sonore des activités humaines. L'équipe avait passé plusieurs jours à randonner dans un canyon étroit et profond près de Vallon-Pont d'Arc, dans l'Ardèche. L'environnement était irréel. Les parois étaient abruptes, s'élevant à des centaines de mètres au-dessus d'eux, l'espace si étroit par endroits qu'ils devaient se tourner de côté pour passer. La lumière était tamisée, l'air frais et immobile. C'était un lieu de silence naturel profond, idéal pour leurs mesures acoustiques. Ils étaient en train de calibrer leur instrument principal, un analyseur de spectre portable robuste appelé Sinus Soundbook Mark II. Cet appareil, connecté à une série de microphones spécialisés et de capteurs enfoncés dans la roche, était capable de détecter des signaux acoustiques bien au-delà de la portée de l'ouïe humaine, tant en infrason qu'en ultrason. Le docteur Laurent Garnier surveillait l'écran pendant que la séquence de calibration démarrait. L'écran du Soundbook Mark II s'illumina, projetant une lueur stérile sur les parois de granit orangé. Il affichait les données entrantes sous forme de graphiques complexes et de lecture numérique. Il s'attendait à voir les motifs familiers du bruit de fond à basse fréquence, les murmures subtils de la Terre. Au lieu de cela, l'appareil enregistra une anomalie intense et inattendue. Les lectures indiquaient un signal puissant et persistant, mais il n'était pas dans le spectre audible. Il était localisé, semblant émaner de la roche elle-même, concentré dans la gamme des hautes fréquences. Le signal était ultrasonique, bien au-dessus du seuil de l'ouïe humaine. Mais sur l'appareil, il hurlait. La lecture numérique monta en flèche, affichant 57,6 et 53,8, indiquant un niveau sonore dépassant largement tout bruit de fond naturel. Le docteur Garnier fronça les sourcils, supposant un dysfonctionnement de l'équipement. Vérifier la connexion de la sonde, ordonna-t-il à son assistant. L'assistant vérifia la connexion de la sonde métallique fine. C'est sécurisé. Il relança la séquence de calibration. Le signal persistait, un pic net et inébranlable sur l'analyseur de spectre. Il vérifia les capteurs enfoncés dans la roche. Tout fonctionnait correctement. L'équipement détectait un signal réel, un son omniprésent dans le canyon silencieux, mais totalement inaudible pour eux. L'équipe passa les heures suivantes à tenter de trianguler la source du signal. Ils déplaçaient les capteurs, analysant les subtiles variations de l'intensité et de la fréquence du signal. Ce signal était inhabituel non seulement par son intensité, mais aussi par sa constance. Les résonances géologiques naturelles tendent à fluctuer, modulées par le vent, la température et l'activité sismique. Ce signal était stable, d'une précision mécanique. Il semblait distinctement artificiel. C'était déroutant et intrigant. Le docteur Garnier consigna les données avec minutie, notant les coordonnées précises et les caractéristiques du signal. Initialement, il suspecta un phénomène géologique inhabituel, peut-être un effet piézoélectrique causé par la pression immense sur les cristaux de quartz dans le granit, ou une interférence d'une tour de communication lointaine canalisée par la roche dans une occurrence rare. Ils terminèrent leurs mesures et sortirent du canyon, le mystère du hurlement silencieux restant irrésolu, une curiosité abstraite dans leurs journaux de données. Quelques jours plus tard, l'équipe de recherche se déplaça vers une autre zone à plusieurs kilomètres de là, dans le cadre de leur étude plus large. Ce nouvel emplacement, près de Saint-Maurice d'Ardèche, était caractérisé par une formation géologique différente, un plateau élevé marqué par une activité minière historique. La zone était parsemée de mines abandonnées, délabrées et non marquées, vestiges d'une époque révolue d'extraction minérale. Ces mines étaient notoirement dangereuses, leurs structures instables, leurs puits souvent dissimulés par la végétation ou les débris. L'équipe effectuait un relevé près d'un de ces complexes miniers abandonnés, se préparant à prendre de nouvelles mesures acoustiques de base. Ils installèrent le Soundbook Mark II. Dès que l'appareil s'alluma, l'écran s'anima, et l'anomalie réapparut immédiatement. C'était exactement la même signature acoustique à haute fréquence qu'ils avaient enregistrée dans le canyon à des kilomètres de là. L'intensité était plus faible ici, mais la fréquence était identique. Le hurlement silencieux les avait suivis. Le docteur Garnier ressentit un frisson soudain malgré la chaleur des Cévennes. Il réalisa que le signal n'était pas un phénomène géologique localisé. Il était émis,
et la géologie unique de la région canalisait le son, lui permettant de voyager à travers la roche sur de longues distances. Le canyon étroit, avec ses parois abruptes, avait agi comme un amplificateur naturel, focalisant le signal là où il l'avait détecté pour la première fois. Il commença à explorer les environs immédiats, se concentrant sur le complexe minier abandonné. L'entrée principale de la mine était une ouverture sombre béante dans le flanc du plateau. Les vieux supports en bois qui encadraient l'entrée étaient pourris et éclatés. En s'approchant, testant prudemment le sol, il remarqua quelque chose d'alarmant. Les supports semblaient avoir cédé, provoquant un effondrement vers l'intérieur. Le sol autour de l'entrée était perturbé, suggérant qu'un poids important avait causé l'effondrement, perçant la surface fragile dans l'obscurité en dessous. Cela ne ressemblait pas à une lente dégradation du temps. Cela ressemblait à une défaillance structurelle. La combinaison du signal acoustique et des dommages structurels créait une possibilité troublante. Était-il possible que quelqu'un soit coincé là-dessous? L'idée semblait improbable, mais le signal persistant suggérait qu'un appareil électronique était actif sous terre. Le docteur Garnier contourna prudemment l'ouverture effondrée, scrutant le sol à la recherche d'autres indices. La zone était couverte d'une épaisse couche de poussière et de débris, rendant difficile la distinction entre les perturbations récentes et la dégradation générale du site. Il avançait lentement, ses yeux balayant le sol. Puis, partiellement dissimulé par un buisson de genêts séchés près du bord de l'effondrement, il le vit. Ce n'était pas un équipement minier. C'était une paille de filtration d'eau spécialisée, un équipement de randonnée haut de gamme conçu pour la survie en urgence. Elle était relativement moderne, usée mais intacte. La découverte de cet équipement changea tout. L'anomalie scientifique abstraite devint soudain une potentielle tragédie humaine. Le docteur Garnier savait que des randonneurs disparaissaient fréquemment dans les Cévennes. La paille de filtration, combinée à l'entrée de mines effondrées et au signal électronique persistant, peignait un tableau sinistre. Il récupéra immédiatement le téléphone satellite de l'équipe et alerta les autorités. Il expliqua la situation avec urgence, décrivant l'anomalie acoustique, la mine effondrée et la découverte de l'équipement de randonnée. Il fournit les coordonnées précises de l'emplacement. Les autorités, reconnaissant l'importance potentielle de la découverte dans cette région reculée, lancèrent une réponse immédiate. En attendant l'arrivée de l'équipe de secours, ils comparèrent la description de la paille de filtration avec la base de données des personnes disparues. Ils ressortirent le dossier non résolu de Sophie Dubois et Camille Martin. La marque et le modèle spécialisé étaient rares. Ils correspondaient à l'inventaire d'équipements fournis par Étienne Dubois en 2019. Après 3 ans de silence, les Cévennes avaient enfin livré un indice. Pas sous la forme d'une empreinte ou d'un signal de détresse, mais sous celle d'un hurlement électronique détecté par des scientifiques cherchant tout autre chose. Les coordonnées fournies par le docteur. Les coordonnées fournies par le docteur Laurent Garnier menèrent les autorités dans l'une des régions les plus reculées et inaccessibles des Cévennes. La correspondance positive de la paille de filtration avec l'équipement porté par Sophie Dubois et Camille Martin relança l'enquête sur cette affaire classée sans suite. La possibilité que les jeunes femmes soient tombées dans une mine abandonnée et que le signal acoustique indique un équipement électronique actif exigeait une réponse immédiate et spécialisée. Une équipe de secours minier spécialisée, composée de professionnels hautement qualifiés et expérimentés dans la navigation des environnements souterrains dangereux, fut dépêchée sur le site. Ils arrivèrent dans les 24 heures, leur équipement lourd héliporté sur place. La scène qu'ils découvrirent était intimidante. La mine abandonnée, près de Saint-Maurice d'Ardèche, était ancienne, son histoire inconnue et sa structure non cartographiée. L'entrée effondrée, où le docteur Garnier avait observé la défaillance des supports vers l'intérieur, était hautement instable. La roche environnante était fracturée, et les supports en bois restants étaient gravement détériorés. Toute tentative d'entrer dans la mine sans stabiliser l'entrée risquait de déclencher un effondrement secondaire, ensevelissant à la fois les potentielles victimes et les sauveteurs. L'opération de secours commença par un effort de stabilisation méticuleux et dangereux. L'équipe utilisa des étais pneumatiques, des supports en bois et des matériaux de renforcement pour sécuriser l'entrée et la première section du puits de mine. Le travail était lent,
effectué sous la menace constante d'une défaillance structurelle. L'air émanant de la mine était frais et vicié, portant l'odeur de la poussière, de la décomposition et de la terre humide. Pendant que les travaux de stabilisation étaient en cours, l'équipe de secours déploya son propre équipement de surveillance acoustique, confirmant la présence du signal à haute fréquence détecté par le docteur Garnier. Le signal était plus fort ici, résonnant dans l'espace confiné du puits de mine. C'était une sensation étrange de se tenir dans le silence des Cévennes, sachant que l'équipement détectait un son que leurs oreilles ne pouvaient percevoir. Un son qui émettait en continu depuis 3 ans. Une fois l'entrée jugée suffisamment stable, l'équipe de secours entama sa descente. La section initiale de la mine était une pente abrupte jonchée de débris, les vestiges de l'effondrement qui avaient probablement piégé les jeunes femmes. L'obscurité était absolue, percée uniquement par les faisceaux de leurs lampes frontales. L'air était épais de poussière, limitant la visibilité et nécessitant l'utilisation de respirateurs. Le bruit des appareils respiratoires et le craquement de leurs bottes sur la roche meuble étaient les seuls sons dans le silence oppressant. En s'enfonçant plus profondément dans la mine, ils commencèrent à trouver des preuves de passage humain. Des empreintes dans la poussière, des roches déplacées et des objets abandonnés confirmaient que quelqu'un avait été là. La piste les mena à travers une série de tunnels étroits et sinueux, plus profondément dans le cœur du plateau. L'environnement était claustrophobique, le poids de la roche au-dessus d'eux exerçant une pression constante et palpable. À environ 100 mètres dans le réseau de la mine, dans une petite chambre protégée du tunnel principal, ils firent une découverte significative. C'était un camp de fortune. La scène racontait une histoire de survie désespérée. Les faisceaux de leurs lampes balayèrent la zone, illuminant les vestiges d'une épreuve prolongée. Des emballages alimentaires vides, les paquets spécialisés utilisés pour les repas déshydratés de randonnée, comme du pâté et du pain sec, étaient éparpillés sur le sol poussiéreux. Des piles de piles usagées, des dizaines, étaient entassées dans un coin, indiquant qu'elles avaient utilisé leur source lumineuse de manière intensive. 2 sacs de couchage étaient étendus, l'un partiellement recouvert d'une épaisse couche de poussière. La découverte confirma la sombre théorie des enquêteurs. Sophie et Camille avaient survécu à la chute initiale. Elles avaient probablement marché sur un sol mal soutenu près de l'entrée de la mine lorsque celui-ci céda, les précipitant dans l'obscurité en dessous. Piégées sous terre sans moyen de remonter par l'entrée effondrée, elles avaient établi ce camp, mettant en commun leurs ressources et tentant de survivre. L'analyse de la scène suggérait qu'elles avaient vécu sous terre pendant une période significative, probablement des semaines. La quantité de provisions consommées indiquait un effort prolongé pour rationner leur nourriture et leur eau. Elles avaient essayé de survivre dans l'obscurité absolue, attendant un secours qui n'était jamais venu. L'atmosphère dans la chambre était lourde de la tragédie de leur épreuve. Les sauveteurs se déplaçaient dans la scène avec précaution, documentant l'épreuve, le silence seulement brisé par les communications radio occasionnelles avec la surface. Le signal acoustique persistait, plus fort maintenant, les attirant plus profondément dans la mine. L'équipe de secours utilisa son équipement pour suivre le son, suivant les échos à travers les tunnels labyrinthiques. Le signal semblait émaner d'une section de la mine ayant subi un effondrement interne significatif. Ils localisèrent l'origine du signal. Coincé dans les débris de l'effondrement, partiellement écrasé par un rocher tombé, se trouvait le dispositif SOS d'urgence. L'appareil était encore actif, sa petite lumière LED clignotant faiblement dans l'obscurité, témoignant de la longévité de sa batterie. La découverte du dispositif résolut le mystère du hurlement silencieux. Les enquêteurs examinèrent l'appareil, analysant les dommages et la nature du dysfonctionnement. Ils déterminèrent que l'impact de la chute ou l'effondrement ultérieur avait causé une défaillance critique dans les circuits internes de l'appareil. L'émetteur était endommagé, le rendant incapable de diffuser un signal de détresse standard sur la fréquence d'urgence désignée. Au lieu de cela, l'électronique endommagée émettait un bruit électronique continu, faible, à haute fréquence, le hurlement ultrasonique. Ce dysfonctionnement expliquait pourquoi le dispositif n'avait jamais été détecté par le centre de surveillance. Il émettait sur une mauvaise fréquence, un signal inaudible pour les humains et invisible pour les récepteurs d'urgence standard.
mais la géologie unique de la région était intervenue. Les formations de granit, avec leur densité et composition spécifiques, agissaient comme un amplificateur et un conduit naturel, canalisant le signal ultrasonique à travers la roche, permettant sa détection à des kilomètres de là, dans le canyon près de Vallon-Pont d'Arc, où le docteur Garnier et son équipe l'avaient initialement enregistré. Les enquêteurs supposèrent que les jeunes femmes avaient connecté leur batterie solaire à haute capacité, initialement prévue pour recharger leur téléphone durant leur trek de plusieurs jours, au dispositif endommagé dans une tentative désespérée de le maintenir opérationnel, permettant au faible signal de persister bien plus longtemps que la batterie interne de l'appareil ne l'aurait permis. Le dispositif avait hurlé à l'aide pendant 3 ans, mais la technologie les avait trahis de la manière la plus cruelle et inhabituelle. La découverte du dispositif endommagé expliquait pourquoi aucun signal de détresse n'avait jamais été reçu. Les jeunes femmes avaient probablement tenté de l'activer, ignorant qu'il dysfonctionnait. Elles avaient attendu de l'aide, faisant confiance à une technologie qui les avait abandonnées. Avec la source du signal identifiée, la recherche des jeunes femmes continua. L'atmosphère à l'intérieur de la mine devenait plus lourde. Les preuves au camp suggéraient une lutte désespérée pour la survie, mais l'absence des jeunes femmes indiquait une fin tragique. L'équipe de secours poursuivit ses recherches, avançant au-delà du dispositif, plus profondément dans le système minier de plus en plus dangereux. Les tunnels devenaient plus étroits, la qualité de l'air se détériorant. Et puis, le chien de recherche de cadavres accompagnant l'équipe se mit à signaler intensément. Il se concentra sur une zone spécifique devant eux. L'équipe s'approcha avec prudence. Ils furent confrontés à une scène de destruction catastrophique. Un effondrement interne massif avait complètement obstrué le tunnel. Des tonnes de rochers et de gravats étaient tombés du plafond, formant une barrière infranchissable. Le chien signala à nouveau, se focalisant sur la base de l'effondrement. L'équipe entama le processus laborieux d'examen du champ de débris, leur lampe perçant la poussière. Puis ils le virent, un éclat de couleur parmi les roches grises ternes. C'était le tissu rose vif caractéristique de la veste de Sophie Dubois. Ils l'avaient trouvé. Le corps de Sophie était coincé sous des tonnes de rochers. La nature de l'effondrement était immédiatement évidente. Sophie avait été prise dans un effondrement secondaire. Le poids des roches l'avait écrasée instantanément. D'après les couches de poussière et l'état des restes, l'effondrement s'était produit il y a longtemps, probablement peu après que les jeunes femmes eurent établi leur camp. La découverte confirma le destin tragique de l'une des 2 femmes. La recherche de Camille Martin se poursuivit, mais la découverte du corps de Sophie jeta une ombre sombre sur l'opération. Si Camille avait été au camp lors de l'effondrement, elle se serait retrouvée seule dans l'obscurité absolue avec le corps de sa meilleure amie. Le rapport du chef de l'équipe de secours minier à la surface fut livré avec une finalité professionnelle, mais ses implications étaient dévastatrices. Sophie avait été localisée, mais sa récupération était impossible. L'instabilité structurelle de la mine, particulièrement dans la zone de l'effondrement qui avait enseveli son corps, était trop sévère. L'évaluation conclut que toute tentative d'excavation des restes serait une opération mettant des vies en danger, avec une forte probabilité de déclencher un nouvel effondrement catastrophique. La nouvelle frappa Étienne Dubois comme un coup physique. Après 3 ans d'incertitude angoissante, la confirmation de la mort de sa fille était une clôture brutale. Mais l'impossibilité de récupérer son corps pour le ramener à la maison et lui offrir une sépulture ajouta une couche de cruauté à la tragédie. Les autorités prirent la difficile décision d'amener Étienne sur le site de la mine, près de Saint-Maurice d'Ardèche. Ils avaient besoin qu'il comprenne la réalité de la situation, qu'il voie par lui-même l'environnement périlleux. Il arriva par hélicoptère, le paysage désolé des Cévennes se déroulant sous ses yeux. La mine, une cicatrice sur la terre, était désormais le centre d'une opération solennelle. À l'entrée de la mine, le chef de l'équipe de secours expliqua la situation à l'aide de diagrammes et de données de capteurs pour illustrer l'instabilité de la structure souterraine. Il détailla les risques liés à toute tentative de récupération. C'était une conversation qu'aucun parent ne devrait jamais avoir à endurer. Bien que la récupération du corps de Sophie fût impossible,
l'équipe de secours avait réussi à récupérer une pièce de preuve cruciale. Le sac à dos de Sophie était partiellement accessible près de la zone d'effondrement. Ils l'avaient soigneusement extrait lors de leur première inspection et ramené à la surface. À l'intérieur du sac, parmi les provisions restantes et les objets personnels, ils trouvèrent le pistolet qu'Étienne avait insisté pour qu'elle emporte. Il était sécurisé dans son étui, entièrement chargé, et n'avait pas été utilisé. Cela confirma qu'elle n'avait pas été confrontée à une menace animale ou humaine avant l'effondrement. Sa mort était un accident tragique, une conséquence de l'environnement périlleux. Étienne, debout à l'entrée de la mine qui avait pris la vie de sa fille, fut confronté à une décision déchirante. Les autorités proposèrent de sceller la mine de manière permanente pour prévenir d'autres tragédies et sécuriser le site. Cela signifiait accepter que Sophie resterait sous terre, ensevelie dans l'obscurité. Le cœur lourd, Étienne accepta. C'était le seul moyen de s'assurer que personne d'autre ne serait mis en danger par la mine instable. Il demanda que la mine soit complètement scellée, la transformant en la dernière demeure de Sophie. Quelques jours plus tard, des experts en démolition arrivèrent sur le site. Ils placèrent stratégiquement des charges explosives à l'entrée de la mine, calculant l'explosion pour provoquer un effondrement contrôlé qui scellerait complètement l'ouverture. La détonation résonna à travers les canyons des Cévennes, une ponctuation finale et tonitruante à la tragédie. L'entrée s'effondra, scellant la mine de manière permanente. La poussière retomba, et le silence revint. Avec la mine scellée et le destin de Sophie confirmé, l'enquête se concentra entièrement sur Camille Martin. La découverte du camp de fortune prouva que Camille était également tombée dans la mine et avait survécu à l'épreuve initiale. L'analyse du camp suggérait que les deux jeunes femmes avaient été vivantes sous terre pendant plusieurs semaines. La question cruciale était maintenant, qu'était-il arrivé à Camille? Les enquêteurs supposèrent que l'effondrement qui avait tué Sophie s'était produit alors que les deux femmes étaient dans la mine. Si Camille avait été ailleurs dans le réseau de tunnels à ce moment-là, elle aurait pu survivre à l'effondrement, se retrouvant seule dans l'obscurité. La fouille des parties accessibles de la mine n'avait révélé aucune trace du corps de Camille. Cela suggérait deux possibilités, soit son corps était enseveli dans une section inaccessible de la mine, peut-être dans le même effondrement qui avait tué Sophie, soit elle avait trouvé un autre moyen de sortir. Cette dernière possibilité semblait improbable. La mine était ancienne et complexe, mais l'entrée principale était la seule sortie connue. Cependant, les enquêteurs refusèrent d'écarter cette hypothèse. Si Camille avait échappé à la mine, la trajectoire de l'affaire changerait radicalement. Pour explorer cette possibilité, les enquêteurs commandèrent un relevé aérien par lidar de la zone. Le lidar, détection et télémétrie par la lumière, est une méthode de télédétection qui utilise des impulsions laser pour mesurer les distances à la Terre. Il peut pénétrer la végétation et créer des cartes tridimensionnelles détaillées du terrain, révélant des caractéristiques subtiles qui pourraient échapper à la photographie aérienne traditionnelle. Le relevé lidar cartographia la structure souterraine de la mine, révélant l'étendue du réseau de tunnels et identifiant des anomalies potentielles. L'analyse des données révéla quelque chose d'inattendu. De l'autre côté du plateau, à l'opposé de l'entrée principale, le relevé identifia un puits vertical étroit s'étendant des tunnels souterrains à la surface. Il s'agissait probablement d'un ancien puits de ventilation conçu pour faire circuler l'air dans la mine. Il était trop étroit pour qu'une personne puisse y grimper facilement, mais dans une situation désespérée, il pourrait offrir une voie d'évasion potentielle. Une équipe au sol fut envoyée à l'emplacement du puits de ventilation. Le sommet du puits était une petite ouverture discrète dans la roche, partiellement masquée par des broussailles. Il aurait été presque impossible à repérer sans les coordonnées précises fournies par le relevé lidar. L'équipe examina l'ouverture, cherchant tout signe de passage humain. La roche autour du bord du puits était rugueuse et usée. Puis ils le virent. Accrochés à une saillie rocheuse à l'intérieur de l'ouverture du puits, se trouvaient des traces infimes de fibres textiles. Les fibres furent soigneusement collectées et envoyées pour une analyse médico-légale. Les résultats furent stupéfiants. Les fibres étaient synthétiques, compatibles avec le matériau utilisé dans les équipements de plein et haute performance, et la couleur était un vert citron distinctif.
L'analyse confirma que les fibres correspondaient à la veste de randonnée verte distinctive que Camille Martin portait lorsqu'elle avait disparu. La découverte bouleversa tout. Camille Martin avait échappé à la mine. La chronologie fut reconstruite sur la base des preuves trouvées au camp et du taux estimé de décomposition du corps de Sophie. Les enquêteurs supposèrent que Camille avait réussi à escalader le puits de ventilation vers novembre 2019, probablement poussée par le désespoir après l'effondrement qui avait tué Sophie et l'épuisement de leurs provisions. Elle avait survécu des semaines sous terre, enduré le traumatisme de la mort de sa meilleure amie, et réussi une évasion apparemment impossible de l'obscurité. Elle avait émergé à la surface, vivante. Le mystère s'approfondit. Si Camille avait échappé à la mine en novembre 2019, pourquoi n'avait-elle jamais atteint la civilisation? Les Cévennes étaient vastes et rudes, mais elle était une randonneuse expérimentée, débrouillarde et déterminée. Elle aurait dû être capable de naviguer jusqu'à la route ou au village le plus proche. L'enquête ne portait plus sur un accident tragique dans une mine abandonnée. Il s'agissait de découvrir ce qui était arrivé à Camille Martin après qu'elle eût émergé de l'obscurité, seule et désespérée, dans l'étendue vide des Cévennes. La confirmation de l'évasion de Camille Martin raviva l'enquête avec un nouveau sentiment d'urgence. L'attention se déplaça de la mine scellée au vaste paysage désertique qui l'entourait. Une nouvelle recherche fut lancée, rayonnant depuis la sortie du puits de ventilation. Les enquêteurs tentèrent de reconstruire le trajet probable de Camille. Elle aurait émergé à la surface, sous-alimentée, déshydratée et traumatisée. Son matériel était épuisé, et le dispositif SOS d'urgence, endommagé, avait été laissé dans la mine. Elle était seule, au milieu de nulle part, avec l'hiver qui approchait. Les équipes de recherche scrutèrent méticuleusement le terrain, cherchant le moindre signe de son passage. Mais la piste était vieille de 3 ans. L'environnement des Cévennes, avec ses vents incessants et ses crues soudaines occasionnelles, avait depuis longtemps effacé toute empreinte ou objet abandonné. La recherche ne donna rien. L'enquête s'enlisa à nouveau. Le mystère du sort de Camille Martin restait irrésolu. Avait-elle succombé aux éléments, son corps perdu dans l'immense étendue sauvage, ou était-il arrivé autre chose? La percée survint plusieurs mois plus tard, au début de 2023, d'une source inattendue. Un géomètre du Bureau de gestion des terres, BGT, travaillait dans la région, documentant des clôtures illégales sur des terres publiques, près de Vallon-Pont d'Arc. Les régions reculées des Cévennes étaient un patchwork de terres publiques et privées, et les conflits sur les limites et les droits de pâturage étaient fréquents. Le géomètre suivait une ligne de clôture contestée bordant un grand ranch isolé. Cette zone, loin de toute route, était caractérisée par des collines vallonnées et une végétation clairsemée. Le ranch était connu pour son propriétaire reclus, qui protégeait farouchement sa vie privée et sa propriété. En documentant une section de la clôture qui empiétait sur les terres publiques, le géomètre remarqua quelque chose d'inhabituel. Un tas de vieux pneus et de débris de ranch étaient visibles près de la clôture, partiellement dissimulés dans un ravin asséché. Cela ressemblait à un site de décharge illégale. Le géomètre s'approcha du tas pour documenter l'infraction. En s'approchant, il remarqua une odeur étrange, un léger relent de décomposition mêlé à l'odeur de vieux caoutchouc et de poussière. Il commença à déplacer certains débris, enquêtant sur l'étendue de la décharge. Il repoussa un vieux pneu craquelé et se figea. Sous les débris, partiellement enfouis dans la terre sèche, se trouvait un squelette humain. Le géomètre sécurisa immédiatement la scène et alerta les autorités. L'emplacement isolé nécessita l'envoi d'une équipe médico-légale spécialisée. Les restes furent soigneusement exhumés et transportés au bureau du médecin légiste à Nîmes. Le squelette était incomplet, dispersé par les charognards, mais l'analyse médico-légale permit une identification positive. Grâce au dossier dentaire et à l'analyse ADN, les restes furent confirmés comme étant ceux de Camille Martin. La découverte était dévastatrice. Camille, qui avait survécu aux horreurs de la mine, était morte dans les Cévennes à ciel ouvert, son corps jeté comme un déchet sous un tas de vieux pneus. L'hypothèse initiale était qu'elle avait succombé aux éléments peu après avoir échappé à la mine, son corps dissimulé par les sables mouvants jusqu'à ce que le géomètre le découvre.
Mais l'autopsie révéla un rebondissement horrifiant. L'examen médico-légal détermina que Camille était gravement sous-alimentée et déshydratée au moment de sa mort, cohérent avec son épreuve dans la mine et l'exposition subséquente. Cependant, l'examen révéla également des preuves de traumatismes importants qui ne pouvaient être expliqués par une mort accidentelle. Les restes squelettiques montraient des signes de traumatisme par force contondante à la boîte crânienne et aux côtes, infligés près du moment de la mort. De plus, l'anthropologue médico-légal identifia des fractures subtiles et des blessures compatibles avec des abus physiques et sexuels graves. L'affaire fut immédiatement requalifiée en homicide. Camille Martin n'était pas morte d'exposition. Elle avait été assassinée. Cette prise de conscience envoya des ondes de choc à travers l'enquête. Le récit d'un accident de randonnée tragique fut brisé. Camille avait survécu à la mine pour rencontrer un prédateur dans les Cévennes reculées. L'enquête se concentra désormais sur l'identification du tueur. L'emplacement où les restes furent trouvés, près de la frontière du ranch isolé, attira immédiatement les soupçons sur le propriétaire. Mais les enquêteurs avaient besoin de preuves concrètes reliant le ranch au crime. Les restes des vêtements de Camille, y compris sa veste verte distinctive, furent trouvés sur le site. Ils étaient dégradés et usés par les intempéries, mais ils contenaient des preuves cruciales. L'équipe médico-légale analysa minutieusement les fibres, cherchant tout ce qui pourrait identifier le coupable ou le lieu du crime. L'analyse identifia des traces inhabituelles sur les restes de ces vêtements. Ce n'était pas la poussière ou les débris typiques attendus dans l'environnement des Cévennes. L'équipe médico-légale trouva des résidus chimiques d'un désinfectant agricole de qualité industrielle. Ce type de désinfectant était couramment utilisé dans les grandes exploitations d'élevage pour nettoyer les écuries et l'équipement. Ce n'était pas quelque chose que Camille aurait rencontré dans la nature. De plus, l'analyse identifia des fibres synthétiques uniques incrustées dans le tissu de sa veste. Ces fibres n'étaient pas compatibles avec son propre équipement. Elles étaient des fibres spécialisées à haute résistance utilisées dans la fabrication d'équipements équestraux de gamme, comme des selles, des harnais et des cordes. La combinaison du désinfectant agricole et des fibres synthétiques spécialisées pointait vers un environnement spécifique, un ranch d'élevage spécialisé dans des chevaux de haute qualité. La découverte de ces preuves matérielles fut la percée clé. Elle reliait la mort de Camille à un lieu spécifique et fournissait une piste directe vers le coupable. L'enquête tourna toute son attention vers le ranch isolé bordant le site où les restes de Camille Martin furent découverts. Les Cévennes, qui avaient gardé leur secret si longtemps, commençaient enfin à révéler la vérité sur le destin tragique de Camille Martin. La signature unique des preuves matérielles, le désinfectant agricole de qualité industrielle et les fibres synthétiques spécialisées des équipements équestraux permit aux enquêteurs de recentrer considérablement leur attention. Ces matériaux n'étaient pas courants dans la région peu peuplée. La cible principale était le grand ranch isolé adjacent à l'endroit où les restes de Camille Martin furent découverts. Le ranch appartenait à Étienne Bracan. Âgé d'une cinquantaine d'années, Bracan était une figure recluse, connu localement pour être farouchement territorial et hostile envers les étrangers. Il vivait seul sur la vaste propriété, gérant une petite mais prestigieuse opération d'élevage de chevaux. Bracan avait une réputation d'être abrasif et instable. Une vérification de ses antécédents révéla un casier judiciaire pour agression, découlant d'un différend violent sur les droits de pâturage plusieurs années auparavant. Bracan devint immédiatement le principal suspect. L'emplacement du corps, les preuves matérielles correspondant à son opération d'élevage, et sa propension connue à la violence constituaient un dossier circonstanciel convaincant. Les détectives arrivèrent au ranch de Bracan pour l'interroger. La propriété était isolée, la maison principale située à plusieurs kilomètres de la route la plus proche, accessible uniquement par une piste de terre accidentée. L'atmosphère au ranch était oppressante, le silence seulement brisé par le bruit du vent et les hennissements occasionnels d'un cheval. Bracan rencontra les détectives à l'entrée de sa propriété. Il était sur la défensive et non coopérative dès le départ, exigeant de savoir pourquoi ils étaient là et refusant de leur permettre l'accès à la maison principale. L'interrogatoire fut conduit en plein air, près de la grille d'entrée. Les détectives révélèrent progressivement le but de leur visite, expliquant qu'ils enquêtaient sur la disparition de Camille Martin.
Étienne Bracan prétendit n'avoir aucune connaissance de la jeune femme disparue. Puis, les détectives le confrontèrent à la découverte des restes de Camille près de sa ligne de clôture. L'attitude de Bracan changea. Il devint visiblement agité, sa défensive se transformant en une évasion calculée. Il réalisa qu'il devait fournir une explication pour la présence du corps. Après une longue pause, il admit avoir rencontré Camille fin 2019. Le récit de Bracan était soigneusement construit. Il affirma qu'il vérifiait sa clôture lorsqu'il trouva Camille errant dans les Cévennes, délirante et gravement blessée. Il déclara qu'elle était à peine vivante, souffrant de malnutrition sévère et d'exposition. Il prétendit avoir essayé de l'aider. Il l'avait ramenée à son ranch, dans l'intention de l'emmener à la ville la plus proche, Vallon-Pont d'Arc, pour des soins médicaux. Mais il affirma qu'elle avait succombé à ses blessures peu après son arrivée. Bracan déclara qu'il avait paniqué. Connaissant l'histoire des randonneuses disparues, il craignait que son casier judiciaire ne pousse les autorités à le blâmer pour sa mort. Il prit la décision fatidique de cacher le corps, le dissimulant sous le tas de pneus et de débris près de la clôture, espérant qu'il ne serait jamais découvert. L'histoire de Bracan semblait plausible en surface. Elle expliquait comment le corps de Camille s'était retrouvé sur sa propriété et reconnaissait son rôle dans la dissimulation de sa mort. Mais les détectives étaient sceptiques. L'attitude de Bracan était trop contrôlée, son récit trop commode, et son histoire n'expliquait pas les preuves de traumatisme par force contondante et d'abus sexuels trouvés sur les restes de Camille. Les détectives le pressèrent sur les détails de ses blessures. Bracan redevint évasif, prétendant ne pas se souvenir des spécificités, affirmant qu'elle était déjà gravement blessée lorsqu'il l'avait trouvée. Les détectives savaient qu'ils avaient besoin de plus de preuves pour percer la façade soigneusement construite de Bracan. Ils obtinrent un mandat de perquisition pour sa propriété, basé sur les preuves matérielles et la proximité du corps. La fouille du ranch fut exhaustive. La propriété était vaste, avec plusieurs dépendances, granges et hangars de stockage. Les enquêteurs se concentrèrent sur les zones où Bracan aurait pu retenir Camille captive. Ils se focalisèrent sur une maison de repos abandonnée, située loin de la maison principale, près des écuries à chevaux. La maison de repos semblait délabrée et abandonnée de l'extérieur. Mais en entrant, les enquêteurs furent frappés par une odeur accablante. C'était l'odeur du désinfectant agricole, le même résidu chimique trouvé sur les vêtements de Camille. L'odeur était forte, suggérant une tentative récente de nettoyage agressif. La maison de repos avait été vidée, les meubles enlevés, les sols récurés. Mais l'odeur omniprésente du désinfectant indiquait que quelque chose s'était passé ici, quelque chose que Bracan voulait dissimuler. Les enquêteurs traitèrent la scène méticuleusement, utilisant des techniques spécialisées pour détecter des preuves latentes. Ils utilisèrent du luminol pour chercher des traces de sang, mais le nettoyage agressif avait éliminé toute trace. La percée survint lors d'une fouille détaillée de la structure elle-même. L'un des enquêteurs remarqua une planche de plancher desserrée près du mur du fond de la maison de repos. Il souleva soigneusement la planche. Sous celle-ci, cachée dans la cavité sombre, ils les trouvèrent. Des entraves. Ce n'étaient pas des menottes standards ou des cordes. Elles étaient fabriquées à partir du même matériau d'équipement équestre spécialisé trouvé sur les restes de Camille. Les fibres synthétiques uniques correspondaient parfaitement. La découverte des entraves brisa le récit de Bracan. Elles étaient une preuve claire de captivité et d'abus. Camille n'était pas morte naturellement peu après son arrivée au ranch. Elle avait été retenue captive, entravée et abusée. Les preuves suggéraient une séquence d'événements horrifiants. Camille, désespérée et vulnérable après avoir échappé à la mine, avait rencontré Étienne Bracan. Mais au lieu de l'aider, Bracan avait vu sa détresse comme une opportunité. Il l'avait enlevée, emmenée dans la maison de repos isolée de son ranch, et soumise à des abus prolongés. Le traumatisme par force contondante indiquait qu'elle s'était débattue ou que Bracan était devenu violent. Les circonstances exactes de sa mort restaient floues, mais les preuves suggéraient fortement que Bracan l'avait assassinée, soit intentionnellement, soit à la suite des abus. La découverte des entraves, combinée aux preuves matérielles et aux résultats de l'autopsie,
fournit la preuve définitive nécessaire pour inculper Étienne Bracan d'enlèvement, d'abus sexuels et de meurtre de Camille Martin. L'opportuniste qui avait profité de la vulnérabilité et compté sur l'isolement des Cévennes pour dissimuler ses crimes fut enfin traduit en justice. Le procès d'Étienne Bracan commença à la mi-2023, près de 4 ans après la disparition de Camille Martin. L'affaire avait captivé l'attention des médias régionaux. Les détails horrifiants de la double tragédie captivaient et choquaient le public. La salle d'audience était tendue. Étienne Dubois était assis au premier rang, le visage marqué par le chagrin, représentant à la fois sa fille Sophie et sa meilleure amie Camille. Étienne Bracan resta stoïque tout au long des débats. Il maintint son refus de confesser, s'en tenant à son récit initial selon lequel Camille était morte de cause naturelle et qu'il avait simplement paniqué et dissimulé le corps. L'accusation présenta un dossier méticuleux et accablant, tissant ensemble les preuves circonstancielles, les résultats médico-légaux et la chronologie des événements. Ils dépeignirent un tableau dévastateur de l'épreuve des deux jeunes femmes. Ils décrivirent l'accident initial, la chute dans la mine abandonnée, la lutte désespérée pour survivre dans l'obscurité. Ils détaillèrent la découverte du camp de fortune et du dispositif SOS endommagé, le hurlement électronique qui était resté inaudible pendant 3 ans. Ils racontèrent la mort tragique de Sophie, écrasée dans l'effondrement, son corps enseveli à jamais dans la mine scellée. Puis, l'accusation se concentra sur l'évasion remarquable de Camille, l'escalade du puits de ventilation, son émergence à la surface, vivante mais vulnérable. Ils soulignèrent le cruel coup du destin. Camille, ayant survécu à l'impossible, avait rencontré Étienne Bracan. L'accusation soutint que Bracan avait vu l'état désespéré de Camille non pas comme un appel à l'aide, mais comme une opportunité. Il l'avait enlevée, emmenée dans la maison de repos isolée de son ranch, et soumise à des abus inimaginables. Les preuves clés étaient les traces matérielles trouvées sur les restes de Camille. Le désinfectant agricole et les fibres d'équipements équestres spécialisés la reliaient directement au ranch de Bracan. L'accusation présenta des témoignages d'experts expliquant la rareté de ces matériaux et l'importance de leur présence sur ses vêtements. Le point culminant du procès fut la présentation des entraves trouvées cachées sous la planche dans la maison de repos. L'accusation montra les entraves au jury, le matériau d'équipement équestre spécialisé correspondant aux fibres trouvées sur les restes de Camille. Cette preuve matérielle contredisait directement le récit de Bracan et suggérait fortement la captivité et l'abus. La défense tenta de créer un doute raisonnable, arguant que les preuves étaient circonstancielles et qu'il n'y avait aucune preuve ADN reliant Bracan au crime, attribuant cela à la dégradation des restes et au nettoyage agressif de la maison de repos. Mais l'ensemble des preuves était trop convaincant. La combinaison de l'emplacement du corps, des preuves matérielles, des résultats de l'autopsie indiquant des abus sexuels et des traumatismes par force contondante, et la découverte des entraves créa un récit impossible à ignorer. Après plusieurs jours de délibération, le jury rendit son verdict. Étienne Bracan fut reconnu coupable de tous les chefs d'accusation, enlèvement, abus sexuels et meurtre qualifiés. Il fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. L'affaire conclut la double tragédie révélée par le son anormal d'un dispositif SOS endommagé. La découverte fortuite par les chercheurs acoustiques avait déclenché une chaîne d'événements qui révéla la vérité horrifiante sur la disparition de Sophie Dubois et Camille Martin. Sophie Dubois reste ensevelie dans la mine scellée des Cévennes. Sa dernière demeure n'est marquée que par l'immense étendue silencieuse des montagnes. Une décision prise par son père Étienne Dubois pour protéger d'autres du même sort. Camille Martin survécut à l'épreuve initiale, émergeant de l'obscurité avec une farouche volonté de vivre, pour rencontrer une fin horrifique aux mains d'un prédateur opportuniste dans le wilderness impitoyable et reculé.